Gommer les différences, réduire les inégalités, prévenir les violences, telles sont les vertus de l'uniforme à l'école, souvent évoquées depuis quelques semaines par ses partisans. Remise au goût du jour par la classe politique et Gabriel Attal, ministre de l'Éducation en particulier, l'uniforme sera tout bientôt testé dans plusieurs établissements scolaires. Il faut dire que ce sujet est loin d'être nouveau. Abandonné par les écoles publiques françaises en 1968, l'uniforme est réapparu et il y a 20 ans déjà dans le débat public. Alors au-delà de tout cela, question que nous nous posons aujourd'hui avec mes invités du jour, et si l'uniforme permettait de retrouver le sens du respect à l'école? Tentative de réponse dans cette émission En quête de sens. Et j'ai la grande et immense joie de recevoir Marthe de Sutter. Bonjour Marthe, pour commencer. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir, vous êtes professeure certifiée de français. Vous êtes maman de 6 enfants qui ont entre 11 et 21 ans, pour faire un peu connaissance avec vous. Et donc vous avez fondé cette école La Fontaine à Curie-Housse dans l'Aisne, c'est bien ça. Alors votre parcours est un peu particulier puisque vous êtes, on peut le dire, vous êtes mis en congé parental il y a plusieurs années. Et donc vous avez décidé de créer vous-même une école indépendante. On sait qu'il en fleurit aujourd'hui d'année en année en France de plus en plus, pour pallier éventuellement aux lacunes de l'éducation nationale. Vous avez fondé cette école donc près de Soissons avec votre mari, c'est ça? Avec mon mari et un autre couple, dont elle était professeure de physique-chimie. Donc nous étions toutes les deux confrontées à la réalité du terrain de l'enseignement privé, public, il y a une quinzaine d'années, aussi bien en lettres qu'en sciences. Et nous étions toutes les deux devant le constat d'une difficulté à mener un raisonnement logique et à élaborer une pensée personnelle et libre, ce qui nous a donné l'impulsion pour nous lancer dans cette aventure. Défaillance dans la logique, dans l'esprit de logique des enfants, d'accord. Alors l'uniforme, évidemment, est de mise. Alors chez nous, en 2010, en ouvrant l'école, nous avons opté pour une blouse d'uniforme. D'accord. Une blouse bleu marine avec un petit liseré blanc et surtout le prénom de l'enfant brodé permettant l'individuation. D'accord. Alors nous, on avait la blouse bleu marine quand j'étais à Bordeaux, il y a quelques années, dans une institution bien connue, des Bordelais, privée, avec un liseré bleu clair, mais il n'y avait pas le prénom. Et je trouve que c'est une excellente idée, effectivement. C'est indispensable. Au début de l'année, quand on débarque en plus, c'est pas forcément facile. Nous sommes également en compagnie de François-Xavier Clément. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes papa, vous êtes philosophe de formation, vous êtes enseignant, vous avez été chef d'établissement scolaire plusieurs. Oui. Notamment dans quel coin? À Nantes, à Marcq-en-Barœul dans le Nord, à Paris dans le 13e arrondissement, Notre-Dame-de-France. J'ai été directeur diocésain aussi de Saint-Étienne. Et puis j'ai fini comme directeur de Saint-Jean-de-Passy. Que nous connaissons bien à Paris, voilà. N'est-ce pas? Vous qui êtes l'auteur de La Voie de l'éducation intégrale en famille et à l'école des enfants heureux, libres et responsables, qui est paru chez Artege il y a quelques années, mais qui n'a pas pris une ride. Merci. Et nous sommes enfin en ligne avec Pierre-Joseph Rubino. Bonjour Pierre-Joseph. Bonjour. Alors, vous avez développé une profonde intimité intellectuelle et spirituelle avec le jésuite fondateur du scoutisme, dont vous avez déjà publié une biographie. Vous vous intéressez aujourd'hui au rayonnement de l'école Hameau, c'est ça? Un concept d'école. Expliquez-nous en 2 mots, Pierre-Joseph Rubino. C'est une école avec la pédagogie scout qui est appliquée au milieu scolaire. Et puis autour de l'école, on développe tout un tissu social et rural, donc avec une ferme, de l'habitat, de l'activité économique, etc. autour de l'école. Et il y a un uniforme chez vous aussi? Et l'uniforme, il est en cours de confection, mais il est prévu. Il est prévu, puisque c'est la naissance de l'école. Non, c'est la naissance de l'uniforme à l'école. La maternelle a ouvert l'année dernière et le primaire vient tout juste d'ouvrir en septembre. Alors, on va peut-être essayer de vous joindre à nouveau sur une autre ligne. Est-ce que vous avez peut-être un casque, Pierre-Joseph Rubino? J'entends qu'il y a un petit souffle entre vous et nous. Et qu'on va peut-être essayer d'amoindrir avec le génie de notre réalisateur en chef qui est Guillaume Nogaret. Voilà, on va essayer de vous rejoindre. Alors, on va voir, je vous laisse voir avec Guillaume. En attendant, mes invités ici, alors je n'ai pas mentionné votre livre, pardon, Pierre-Joseph Rubino, Les institutions du scoutisme à l'école, les intuitions du Père Sevin, le fondateur du scoutisme, pour construire l'école du XXIe siècle, qui vient fraîchement d'être publié chez Artege, qui est d'ailleurs dans ce studio. Voilà pour les invités du jour avec qui nous avons fait connaissance. Et maintenant, passons à l'attaque. Cet uniforme, qui aurait cru, en François-Xavier Clément,
que vous qui avez quand même une certaine connaissance de l'histoire de l'école, qu'elle soit publique ou privée, vous travaillez la question depuis quelques années autour de cette réflexion, uniforme ou pas. C'est vrai que c'est pas nouveau, ce débat n'est pas nouveau. Hein. C'est amusant parce qu'en préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est pas du tout fraîchement sorti du chapeau de Gabriel Attal. Il y avait ça a des années finalement ce débat. Oui, c'est un débat qui revient un peu comme un serpent de mer et qui, depuis, on va dire, les années 50-60, est marqué par une sorte de dialectique, un affrontement avec la conception de la libération. Conception de la libération de la personne, libération de la femme, mais pas seulement, libération sur la tenue, sur la possibilité de se présenter au monde, aux autres, avec son originalité, avec sa personnalité, et qui va dans une logique un peu, on va dire, jusqu'à une conception un peu libertaire. Vous voyez, des mœurs et de l'accoutrement. Et effectivement, il y a une pression, je dirais, qui devient de plus en plus prégnante sur les établissements et même sur les familles, soit concernant la problématique de l'intégration, soit la problématique de la mode, qui devient même parfois tyrannique pour les parents, etc., etc. Et là, récemment, c'est évidemment le débat sur l'abaya à la rentrée qui a défrayé la chronique et qui a conduit le gouvernement à reposer sur la table le sujet. Avec, je trouve, en arrière-fond, une vraie question très juste et qu'on entend dans le monde de l'éducation et malheureusement qu'on n'entendait pas dans le monde politique, mais qu'on entendait dans le monde de l'éducation depuis très longtemps, privé sous contrat ou public, c'est de se dire c'est le seul moyen véritablement d'offrir un chemin d'intégration à des enfants qui viennent de partout. C'est vrai que c'est drôle qu'on soit tout naïvement obligé de, pas forcé ou obligé, mais d'une certaine façon quand même contraint par l'évidence, devant l'évidence de devoir un peu se fédérer autour de cette idée que l'uniforme finalement facilite l'intégration. C'est vrai que pour commencer, Mère de Sutter, ça paraît évident quand on le dit comme ça, et pourtant ça fait des années qu'on lutte contre cet uniforme. Alors qu'en Angleterre, il y a l'uniforme, en Allemagne, il y a beaucoup de pays, même aux États-Unis, dans certaines écoles. Donc c'est étonnant que pourquoi la France, selon vous, a cette espèce d'obsession de la différenciation d'une façon je sais pas, il y a quelque chose de très français là-dedans. En effet, l'histoire est passée et nous n'avons plus, nous, à notre génération, la mémoire de ces écoles d'enfants qui portaient tous des uniformes. Donc il y a quelque chose de nouveau à recréer. Et cet uniforme, ou cette blouse d'uniforme pour ce qui nous concerne, nous paraît être un outil entièrement pédagogique qui permet de créer un esprit de corps. Et je laisserai volontiers les enfants eux-mêmes dire ce qu'ils pensent de cette blouse d'uniforme qu'ils portent chez nous. C'est une question qu'on pose régulièrement aux enfants de grande section de maternelle. Donc pour vous dire qu'est-ce qu'ils en pensent alors ? Et alors quand on leur demande pourquoi, à votre avis, portez-vous une blouse, déjà ça leur semble assez naturel, donc ils s'étonnent un peu de la question. Et puis d'abord ils trouvent ça beau. Alors, il y a ce sens de l'esthétique. Effectivement, il y a une disparité dans les cours de récréation et dans les classes aujourd'hui, où des uniformes, surtout au collège, qui se reconstituent autour du jean et de certains de codes vestimentaires. Donc, le côté du choix d'une tenue de l'école ou du collège ou de l'établissement revêt ce caractère de esthétique qui fait partie des éléments importants de notre transmission aux élèves. Donc, ils trouvent ça beau. Ils trouvent que c'est comme les grands. Donc, quand ils arrivent à l'école, il y a vraiment cette attirance. Et là, on vient toucher leur désir de grandir, leur désir de croissance. Et puis, bien souvent, après, ils disent je ne sais pas. Alors, on les interroge, on leur dit mais est-ce que vous connaissez des adultes qui portent des vêtements d'uniforme ? Alors là, tout de suite, arrivent les pompiers, les infirmières, les médecins, les militaires, etc. Là encore, on se retrouve dans une projection. Et puis, on touche du doigt l'idée qu'à chaque métier, mais aussi à chaque fonction, correspond à un vêtement pratique et adapté. Et de fait, notre blouse d'uniforme, elle a 2 grandes poches. On y met des mouchoirs, on y met les billes de récréation, on y met ce dont on a besoin. Et donc, et puis, ce vêtement protège également, les mamans en savent quelque chose, quand elles voient l'état des blouses, elles se disent que c'est autant de saleté qui n'arrive pas sur les habits. Et donc, il y a ce côté très fonctionnel d'une blouse en primaire qui protège les vêtements. Il se trouve également que nous sommes dans une cour de récréation enherbée, en pleine nature. Donc, très souvent même, on s'interroge s'il ne faut pas mettre en plus un pantalon kawé
pour protéger les vêtements. Donc il y a vraiment cette fonction de la protection. Il y a la fonction de l'appartenance aussi qu'on pourra peut-être développer. Absolument. Un peu plus Justement, j'ai envie de poser une question à Pierre-Joseph Rubino. C'est quand même intéressant de faire ce rapport avec le scoutisme, puisqu'on sait qu'il y a un uniforme depuis la création du scoutisme. Alors l'adaptation à la française, si je puis dire, grâce au Père Sevin. Pierre-Joseph Rubino, il n'y a qu'un pas finalement. Le point commun entre le scoutisme et l'école, le premier qu'on voit spontanément, c'est forcément l'uniforme. En tout cas, vu le débat qu'il y a en ce moment autour de cette... effectivement, vous l'avez rappelé, vous avez raison, le contexte d'interdiction de la baya à l'école. Là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a un point commun au niveau du respect si prôné dans le scoutisme, Pierre-Joseph Rubino. L'uniforme apporte quoi là-dedans à l'école? C'est marrant, c'est amusant d'avoir fait ce rapprochement du scoutisme à l'école, hein, et notamment à travers cette question de l'uniforme. Et effectivement, la démarche est la même. Baden-Powell, lorsqu'il conçoit son uniforme, il reprend la tenue qu'il portait lui-même quand il était dans ses opérations en Australie ou en Afrique du Sud, parce que l'uniforme a d'abord un aspect pratique, que c'est pratique en camp de porter le short, d'être habillé plutôt en beige qu'avec... Au début, c'est ça? Au début, c'est juste parce que c'est pratique? Au début, c'est ça. Et en plus, effectivement, il y a cet aspect on va créer l'unité, on va créer un esprit de corps, et ce qui est très important dans le scoutisme, hein, cette patrouille qui est vécue comme une petite famille. Mais on va retrouver la même chose en fait à l'école, et je rejoins tout à fait ce qu'il disait avant. L'uniforme procure chez l'enfant énormément de fierté. Ouais. Il est très content de porter son uniforme, et vous voyez, typiquement, on a monté une petite meute de louveteaux il y a 1 an et demi ici. On a mis 1 an avant de leur remettre leur uniforme parce qu'on voulait vraiment que l'unité tourne bien, que ce soit bien établi, etc. Ouais. Et pendant 1 an, pour eux, c'était dur de ne pas avoir d'uniforme, et ils réclamaient l'uniforme, et les parents réclamaient l'uniforme. Et le jour où on a fait une grande cérémonie avec une remise d'uniforme, ils étaient tout fiers, les parents eux-mêmes étaient très enthousiastes, et enfin, on est des vrais scouts. Parce qu'avant, on avait beau faire tout le reste, on n'était pas des vrais scouts, et maintenant, on est des vrais scouts parce qu'on a notre uniforme. Et il me semble qu'à l'école, c'est la même chose. Si l'enfant doit avoir une fierté d'appartenir à son école, et il me semble que c'est très sain, justement, d'appartenir d'avoir ce sentiment d'appartenir à une école qui est particulière, qui n'est pas la même que celle de l'autre côté de la ville ou du village d'à côté. Vous voyez, c'est un des aspects que le Père Sevin révèle. Il dit, mais dans l'école, on oblige l'enfant à aller à l'école, ce qui est normal. Ouais. Alors qu'à la troupe scout, il y va volontairement. Et comment on peut contrebalancer un petit peu cet aspect? Eh bien, faisant en sorte que l'enfant ait une fierté d'appartenir à cette école plutôt qu'à une autre, à cette classe plutôt qu'à une autre, à cette équipe au sein de l'école plutôt qu'à une autre. Et ça passe entre autres par l'uniforme. Mais ça veut dire que l'uniforme doit aussi refléter un esprit profond, une identité profonde. Et c'est là où je me dis que le gouvernement a certainement raison de vouloir prôner l'uniforme, mais quel uniforme? Pour en faire quoi? Pour quelle identité? Ouais, il faut réfléchir un peu plus. Quand j'entends notre président nous dire l'uniforme, ce sera un t-shirt et un jean, c'est quand même bien dommage de faire tous pataquès pour arriver à un t-shirt et un jean qu'ils portent tous. Est-ce que c'est ça comme identité, comme fierté qu'on veut leur donner? L'esprit de cohésion. Il y a beaucoup de choses évoquées quelques secondes par vous, Pierre-Joseph Rubino. François-Xavier Clément, il y a un enjeu, là, pour le coup, philosophique, d'ordre philosophique, qui se crée même plusieurs enjeux. Hein, parce que là, la question que je me suis permise de vous poser à tous les trois au début de cette émission, et si l'uniforme permettait de retrouver le sens du respect à l'école, il convient également de se poser beaucoup d'autres questions. Pourquoi? Vers quoi? Comment? Quel uniforme? Et pourquoi? Pour signifier quoi? La cohésion, oui ou non? Enfin... c'est une question à plusieurs dimensions, au fond. Hein. La question de l'identité, par exemple, oui. Si on prend celle-ci, qui est une question qu'on évite bien souvent, parce qu'elle nous fait peur. Identité, identitaire, quand on renforce l'identité, il y a toujours une peur d'enfermement, de se retourner sur soi, etc. La question de l'identité, qui est un peu soulignée par ce que disait à l'instant Pierre-Joseph, me paraît essentielle. C'est-à-dire que l'enfant, il est institué par son uniforme. Il est institué écolier, il est institué par la blouse, il est institué collégien, institué lycéen. Et quand il rentre dans l'établissement, il a cette tenue. De la même façon que quand il va faire du sport ou du rugby, il porte la tenue qui est adaptée. Donc ça dit quelque chose de l'identité
Et contrairement à ce que l'on dit, parce que quand on emploie cette expression, on l'emploie de manière, pour souligner une exception, l'habit fait le moine. J'étais en train d'y penser. L'habit fait le moine, c'est-à-dire que l'habit va instituer, va forger mon comportement. Et si je m'habille en costume avec une lavalière ou avec un nœud papillon, etc., je ne vais pas avoir le même comportement, la même démarche avec des chaussures de ville et la même tenue et le même maintien que si je suis en short et en basket. Et est-ce que c'est mieux ou moins bien? En fait, non, peu importe. C'est que ce n'est juste pas adapté. Ensuite, il y a une autre chose, et qui est en lien avec une question philosophique majeure pour moi. Et il y a un grand auteur philosophique qui a parlé de ce sujet-là, qui est Lévinas, sur la question du visage. Vous savez, quand j'ai fait mon service militaire, j'étais au Prytanée de la Flèche et j'ai enseigné la philo. Et en enseignant la philo, je me suis retrouvé face à des enfants qui étaient donc des élèves de terminale, qui étaient tous en uniforme. Ils avaient tous un treillis. Je n'avais que des visages en face de moi. L'année suivante, j'ai commencé à enseigner à Nantes dans un établissement scolaire où là, il n'y avait pas du tout d'uniforme. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience que pendant 1 an, pendant 10 mois, je n'avais en face de moi que des visages. Parce que quand vous enseignez à 30 gamins qui sont tous habillés pareil, vous ne regardez que les visages. Et vous n'êtes pas distrait par tout le reste. Votre œil n'est pas attiré par le reste. Ce qui veut dire que c'est bien un visage qui rencontre un visage. Et cette rencontre de visage à visage, c'est la rencontre de l'identité. Vous voyez, et là, il y a quelque chose qui est vraiment essentiel dans la relation éducative, qui passe dans le regard, qui passe dans la voix, qui passe dans l'échange, je dirais, de ma conscience. D'âme à âme, comme dirait l'autre. Oui, c'est ça, mais exactement. Presque ça, hein. Oui. Intéressant point de vue. Signé François-Xavier Clément, eh bien, je vous propose de nous séparer le temps d'écouter ce prélude et cette fugue en la mineur de Dimitri Shostakovich, interprété, mesdames et messieurs, par Kate Jarrett, rien que cela. Et nous nous retrouvons juste après pour nous rassembler, si je puis dire, autour de cette question de l'uniforme. À tout de suite. Presque un air de jazz, c'est normal, c'est interprété par Kate Jarrett. Prélude et fugue donc en la mineur de Shostakovich à l'heure où nous parlons de l'uniforme. Et si l'uniforme permettait de retrouver le sens du respect à l'école, Dieu sait qu'on en parle depuis quelques semaines, et aussi dans ce contexte d'interdiction de l'abaya à l'école, et puis c'est surtout à l'heure où ces uniformes vont être testés dans certains établissements en France, je crois en Bretagne notamment. Marthe de Sutter est avec nous pour en parler, elle qui est professeure de français, qui dirige et qui a fondé cette école près de Soissons. C'est bien ça, dans l'Aisne, oui. La Fontaine à Curie-Housse précisément, où l'uniforme est de mise, en tout cas la blouse, qui est une forme d'uniforme, ça. Vous pouvez rester, c'est bon, vous êtes dans le thème, chère Marthe de Sutter. C'est une blouse d'uniforme, en effet, et ça n'est pas neutre qu'elle soit d'uniforme, puisque ça donne justement cette dimension d'esprit de corps. Et ce dont vous parliez à l'instant, François-Xavier Clément, cette idée qu'il y a une individuation qui se fait grâce à cette uniformisation, ce qui semble paradoxal, mais l'attention de l'éducateur et de l'enseignant est complètement focalisée sur le visage, les expressions, sur l'être même de l'enfant et non sur tous les signaux d'appartenance sociale, tout ce que dit un vêtement finalement. Quand cette lycéenne dit « je trouve que cela réduit la liberté de s'exprimer », le collège ou le lycée c'est un moment où on se cherche un peu, essayer différents vêtements, différents styles, c'est une façon de trouver son chemin, vous répondez quoi? D'abord je m'interroge, est-ce que cette lycéenne porte elle-même un uniforme? Est-ce que c'est une expérience personnelle dont elle parle? J'imagine ou est-ce que c'est un a priori, voilà. Et donc, vis-à-vis de l'uniforme, je crois que cet a priori-là existe, celui qu'elle mentionne. Comme le disait François Clément tout à l'heure, il y a vraiment des lieux pour revêtir les vêtements que l'on souhaite, de son choix, de tous les jours. Là, on parle bien du moment où l'enfant ou le jeune est à l'école, et non de toute sa vie. Donc, ça ne restreint pas toute sa liberté. C'est à un moment précis où il a à rentrer dans une fonction qui est celle d'élève, qu'il est invité à porter cet uniforme et dans une visée pédagogique. Donc, on a parlé de cette question d'appartenance d'esprit de corps, on parlait de notre sujet de respect des règles. On y vient en fait finalement là. Et effectivement, respecter des règles, c'est une forme de contrainte. Et on a une société qui a du mal à transmettre cette acceptation et cette adhésion aux contraintes. À l'ère de l'enfant Dieu, chers amis, vous le savez bien. Et on voit aujourd'hui combien, certes, ça fait des dégâts au niveau de la société, mais c'est aussi douloureux à vivre à l'intérieur des familles. Et on est bien placés, nous qui sommes en poste d'enseignement ou de direction, pour voir la souffrance de bien des parents qui voudraient avoir des enfants bien élevés, agréables à vivre, capables de respecter justement, ne serait-ce que les règles
internes à la famille, avant même de respecter celle de l'école, première micro-société ou celle de la société à part entière, et il leur manque des clés pour cette transmission. Donc nous, école, on vient les aider, les soutenir dans leurs tâches éducatives, parents premiers éducateurs, et nous venons vraiment en cohésion et en cohérence avec eux pour soutenir cette tâche. Et donc, ce respect des règles, effectivement, il est facilité quand on porte la même tenue. Quand on porte la même tenue, eh bien, on est invité à adopter le même comportement. Ce comportement, il est réglé par nos règlements intérieurs, par tout un tas de choses, de coutumes d'un établissement aussi. Voilà. Mais la finalité n'est pas le mimétisme. La finalité, c'est pas de se dire je mets ma blouse, je mets mon uniforme et j'adopte. Exactement, je suis un mouton. J'adopte un comportement standardisé. Mais bien, par cet apprentissage, qui est le temps de l'école et puis du collège, par cet apprentissage, intégrer en soi des codes de relations, des codes sociaux, des codes, justement, tout ce respect des règles. Et l'objectif est de permettre à ce futur adulte en devenir de pouvoir être à même de respecter les règles de la vie en société. Et ça, je crois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de vie en société possible sans respect d'un certain nombre de règles communes. Bien, de pouvoir permettre à cet adulte en devenir d'avoir intégré ces règles dans ce cursus de formation pour ne plus avoir besoin de les revêtir, mais bien de les avoir comme une colonne vertébrale en lui-même. Et des règles qui structurent telle une colonne vertébrale donnent une liberté d'adaptation réelle, ce que ne permet pas, selon moi, une éducation qui serait dans une rigidité où les règles seraient comprises finalement comme des rails d'autoroute qui évitent de dévier. Donc pour moi, il y a un enjeu important dans cette réflexion sur l'uniforme et la blouse, qui est celui de bien avoir comme objectif de permettre une intégration de ce que porte le corps, en fait, de ce que, voilà. Et non pas un des dangers serait de laisser croire à l'enfant qu'il est tenu de respecter des règles lorsqu'il porte la tenue et qu'en dehors, il peut faire ce qu'il veut. Voilà, il peut faire n'importe quoi, surtout. Tout à fait. Si je peux réagir à la question que vous avez posée, la question de la jeune fille, là, en disant moi j'ai besoin de pouvoir exprimer mon originalité, etc. L'échange que nous avons, il ne faudrait pas qu'on imagine que nos arguments tournent autour de l'établissement dans lequel, pardon de cette caricature, mais dans lequel finalement on n'en aurait pas besoin parce qu'en fait les enfants sont quand même bien mignons. Dans des écoles hors contrat ou dans des collèges hors contrat, et globalement, c'est pas forcément là que c'est pas forcément à ce type d'établissement que l'on pense quand on entend les propos de Gabriel Attal. Quand on pense à un établissement scolaire, surtout suite au débat sur la baya, on pense à un établissement dans lequel il y a, on va dire, une forte hétérogénéité, à la fois sociale, culturelle, religieuse, etc. Et cette mixité de cultures fait qu'il y a un jeu d'interprétation qui est très difficile pour les éducateurs de la maison, parce que pourquoi tu m'empêches de mettre cette tenue alors que Madame Untel, elle m'a dit que ça lui convenait. Et là, on arrive à une difficulté de cohérence des adultes dans ces établissements, où les adultes eux-mêmes, professeurs, éducateurs, cadres éducatifs ou direction, n'ont pas la même culture personnelle dans leurs exigences de tenue, leurs exigences éducatives, et que quand on fait adopter un règlement intérieur qui nécessite une interprétation par les éducateurs, eh bien on se retrouve dans une impasse. Parce qu'en fait, les éducateurs d'une maison, d'un établissement très mixte, on va dire, public ou privé sous contrat, eh bien, auraient un travail énorme à faire pour arriver à une vraie cohérence éducative dans l'interprétation de la tenue qui convient ou qui ne convient pas. Là, vous êtes en train de nous dire, c'est quasiment comme si il s'agissait de parents qui n'étaient jamais d'accord sur le fond de l'éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants. Donc en fait, ça crée une espèce d'incohérence totale dans l'esprit des enfants et un manque de crédibilité au fond. Oui, ça. Oui. Et du coup, où est le respect là-dedans? Il ne peut pas y en avoir beaucoup, si je comprends bien. Et entre professeurs, parents et professeurs. Parce que d'une classe à l'autre, vous allez avoir un professeur qui va dire mets un pull, je veux pas te faire court comme ça, voilà, mets quelque chose par-dessus, ce croque-top par exemple, et puis un autre qui va lui dire, qui va rien lui dire du tout, et qui va supporter qu'elle se présente comme elle se présente, vous voyez, pendant le cours. Bon. Et en fait, ça crée de la difficulté, de la tension dans les établissements.
Ma sœur est cadre éducative dans un grand établissement de la région parisienne, dans lequel il y a une forte mixité. C'est pas Saint-Jean-de-Passy, pardon pour la caricature. C'est pas Saint-Jean-de-Passy, voilà. C'est un établissement très mixé et dans lequel, c'est une guerre quotidienne. Et ils en ont parlé au sein de l'équipe autour du CPE, etc. Ils sont complètement partants. Ils attendent que ça. Les éducateurs dans la maison, ils attendent que ça. Mais la direction a peur de faire ce choix pour des raisons identitaires. Alors que quand il y a la baya qui rentre dans l'école, pas de problème. Et c'est terrible, parce que finalement, l'enseignement public risque de faire le choix, avant l'enseignement catholique, de remettre cet uniforme, alors que c'est dans son ADN et que c'est dans son histoire de faciliter l'intégration par la tenue, par le maintien, etc. Pierre-Joseph Rubino, quel est votre ressenti sur c'est intéressant cette espèce d'oreille de terrain que nous fournit finalement François-Xavier Clément. Qu'est-ce que vous ressentez sur le terrain justement? Alors c'est vrai que nous parlions tout à l'heure de nos petites écoles bien comme il faut, mais à Paris ou ailleurs d'ailleurs, des petites écoles où les enfants sont bien élevés, pour caricaturer juste un peu. François-Xavier Clément l'a fait pour moi tout à l'heure, mais est-ce que ça va quand même finalement? Est-ce que vous croyez qu'il y a en gros un espoir pour qu'un jour ce soit bien reçu de la part de tous, c'est-à-dire des enfants, des collégiens, des lycéens et puis du corps professoral, des éducateurs, etc. Ça a pas l'air gagné si on entend François-Xavier Clément. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous ressentez surtout? Alors nous, sur le terrain, vous savez, on est au fin fond de la Dordogne. Effectivement, on a plutôt des enfants relativement tranquilles. Ouais. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de grosses objections contre l'uniforme. Mais cette question de l'individualité, elle est quand même essentielle. De dire oui, mais si j'ai un uniforme, je ne pourrais plus être moi-même. Ouais. C'est souvent l'objection qui ressort. Et cette jeune fille que vous citiez tout à l'heure, moi j'invite à aller... je sais pas moi, dans un monastère par exemple, voir des moines qui sont tous habillés de la même manière, et pourtant j'ai jamais vu des gens qui ont autant épanoui leur propre personnalité, leur propre individualité. Et pourtant ils sont tous avec la même bure, avec les mêmes sandales, avec la même soutane, avec je ne sais quoi. Et pourtant ils sont parfaitement épanouis. Comme le disait François-Xavier tout à l'heure, c'est très intéressant de voir des militaires dans leur école, je ne sais pas moi, à Saint-Cyr ou ailleurs. Et puis le jour de la première permission, quand ils se mettent en civil, pour la première fois, ils se voient en civil. Ils changent de point de vue en fait sur l'autre. Avant, c'était juste un frère d'armes, et puis là, ils s'aperçoivent que mais en fait, on n'est pas du même monde. En fait, on n'est pas habillé de la même manière, on n'a pas les mêmes codes, etc. Mais en fait, quelques heures plus tôt, on était les mêmes et on faisait partie d'une même famille. Et ça me semble vraiment, vraiment essentiel. Et la question en fait fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on veut transmettre comme héritage? Parce que cet uniforme, il exprime quelque chose. On parlait tout à l'heure de l'uniforme scout. Il a des aspects pratiques. Mais si le scout, par exemple, relève ses manches, c'est une manière de montrer qu'il a les manches relevées pour toujours être disponible pour rendre service. Tout a un symbole, tout a une valeur, tout a un sens en fait. Chaque insigne, chaque couleur, et le père Sevin a été très doué pour donner du sens à chaque chose. Et du coup, c'est très difficile de modifier l'uniforme scout aujourd'hui parce que chaque chose a un sens quasi mystique avec le père Sevin, mais ça a du sens, ça donne un héritage. Ici, on a fait le choix de créer un uniforme qui est inspiré du costume local. Alors qu'on a réadapté, mais on est allé chercher des inspirations dans ce sens-là. Si on pense que l'école, comme le disait Vincent Payon il y a quelques années, qui est quand même ministre de l'Éducation, qui nous disait quand même que le but de l'école, c'est de couper l'enfant de tout héritage, le couper de sa famille, le couper de tout déterminisme et de créer un homme nouveau ex nihilo. Le but de l'école, c'est ça. Voilà, si le but de l'école, c'est ça, effectivement, le jean t-shirt, c'est très bien, parce qu'on va créer un homme nouveau, complètement indifférencié. Mais si on veut vraiment révéler l'enfant, le mettre dans un héritage, lui transmettre tout le bien commun de la civilisation et de la civilisation française, effectivement, dans cette démarche d'intégration, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tous les trois, vous me faites penser à cette espèce de nouvelle tendance, en fait. Ça fait déjà plusieurs décennies, hein. En tout cas, au moins une décennie, que vous apercevez certainement, messieurs, et puis vous, Marthe de Sutter, que dans le monde de l'entreprise, jadis, il était de coutume de porter un costume de travail, et même que ce soit dans tous les secteurs professionnels.
François-Xavier Clément, maire de Sutter. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'est vraiment répandu dans la société, petite parenthèse sociétale, mais c'est vrai, j'ai l'impression. Qu'en pensez-vous? Vous me faites penser tous les trois. Il y avait même, et il n'y a pas si longtemps, je me souviens qu'un député avec qui je parlais de l'empilement des lois, il me dit « On vient de retirer tout récemment l'obligation pour les entreprises de considérer dans le salaire la question de la tenue et notamment de ce qu'ils avaient appelé, alors je ne sais plus quel est le nom exact, mais le financement des sabots. Pour un certain nombre de métiers. Le financement des sabots? Oui, parce qu'en fait, il y avait soit des problématiques qui étaient liées au revêtement des sols sur lesquels se développait l'activité professionnelle, soit par rapport à des liquides, soit par rapport à l'électricité, soit etc. Et en fait, la tenue professionnelle faisait partie du devoir du chef d'entreprise pour des questions de praticité, des questions de sécurité, etc. Mais à un moment donné, on s'est posé la question du sens. Et effectivement, tout ce que dit à l'instant Pierre-Joseph sur le sens de l'uniforme, c'est pas n'importe quel uniforme qu'on va revêtir. Et puis les entreprises après se sont enquis des signes extérieurs marquant l'identité en lien avec l'entreprise. Ouais, c'est intéressant. Mars, vous avez une... Et dans cette question d'uniforme, comme je soulignais tout à l'heure, je pense qu'il faut, dans la conception de l'uniforme, tenir et la dimension esthétique et la dimension pratique, la dimension fonctionnelle, et également la dimension... pour moi, ça me semble vraiment important de tenir les deux, l'esprit de corps, donc le similaire, le semblable, et l'individuation. Et c'est là où tout à l'heure vous soulignez en début d'émission que chez nous, il y a le prénom qui est brodé sur la blouse, et je voudrais donner un petit exemple de ça. Presque un peu à l'américaine, c'est drôle. L'idée étant vraiment que c'est d'abord de reconnaître les blouses qui sont toutes semblables quand elles traînent, mais surtout de pouvoir interpeller l'enfant, qu'on le connaisse ou non. Et alors, je vais donner l'exemple des sorties scolaires. Donc, il nous arrive très régulièrement d'emmener nos enfants au Louvre ou ailleurs, et nous les emmenons toujours en blouse. Bien sûr, il y a une dimension de reconnaissance, là encore, être identifié. Il y a une dimension de sécurité. Quand il y en a un qui s'écarte, on l'identifie tout de suite. Mais surtout, l'animateur de l'atelier, le guide, interpelle immédiatement l'enfant par son prénom. Et alors là, en qualité de relation, on est vraiment dans une relation interpersonnelle. Et c'est ce que permet, en fait, ce vêtement d'uniforme avec le prénom, c'est d'entrer dans cette relation et d'y entrer immédiatement, sans avoir besoin de passer par le média de l'enseignant. Et l'enseignement est une affaire de relation. Mais vous croyez que ça pourrait fonctionner pour des plus grands? Parce qu'à la limite, des petits... C'est à inventer. Je n'ai pas la solution toute faite. Vous expérimentez, de toute façon, tous. Et c'est vrai que nous avons réfléchi les choses jusqu'à 10 ans. Et ça se porte très bien jusqu'à 10 ans. En effet, au collège, il y a d'autres besoins, mais je pense qu'il faut quand même tenir cette question de la reconnaissance. Et le scoutisme a d'autres outils pour permettre cette individuation qui n'est pas du côté du prénom, mais qui est du côté des compétences. Voilà. Mais il y a quelque chose à chercher qui permette à l'interlocuteur qui ne connaît pas personnellement l'enfant d'entrer directement en relation avec lui. En fait, Oui, alors pardon, Charles... Non, allez-y. Non, Charlemagne frappe à la porte, figurez-vous. Charlemagne aurait-il été d'ailleurs pour ou contre l'uniforme? Vaste question. Sacré Charlemagne. France Gall, à tout de suite. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh. Et voilà pour France Gall, que vous aurez bien reconnu à l'époque, à l'ère où nous parlons, en ce jour où nous parlons de l'uniforme. Peut-il être un moyen de retrouver, de réinstaurer au fond le sens du respect à l'école? Nous en parlons avec Marthe de Sutter, professeure de français, qui a créé une école indépendante dans près de Soissons, j'ai envie de dire dans l'Essonne, mais non, près de Soissons, ça n'a rien à voir. À La Fontaine, à Cuiry, Ous, dans l'Aisne, donc Pierre-Joseph Rubineau, qui a lui, de son côté, écrit Du scoutisme à l'école, les intuitions du Père Sevin pour construire l'école du XXIe siècle. Il y a du boulot. Chez Artege, en tout cas, il y a plein de chantiers de réflexion à mener. Vous êtes consacré aujourd'hui au rayonnement de cette école Hameau, un concept d'école à pédagogie scout, justement, associé au développement social et rural en Dordogne, cette si belle région qui nous fait rêver. Alors, nous vous parlons depuis Paris, cher Pierre-Joseph Rubineau. Et puis enfin, François-Xavier Clément, qui est papa philosophe, qui a mené beaucoup d'expériences dans l'enseignement
dans l'enseignement scolaire, tout simplement, qui a été chef d'établissement, qui a été aussi auditeur, on peut le mentionner également, de l'Institut des hautes études de la Défense nationale. Donc, vous connaissez aussi un petit peu l'armée et vous avez écrit de votre côté La voie de l'éducation intégrale en famille et à l'école, des enfants heureux, libres et responsables. On en rêve tous, n'est-ce pas, François-Xavier Clément, cher Tej, il y a quelques années, mais il y a des choses qui sont possibles. Alors, il y a quand même des pour et des contre. Il y a en tout cas des nuances à apporter. Il y a une réflexion à mener aussi autour de quel uniforme, puisque c'est pas donné quand même, un uniforme. Là, je vois en Nouvelle-Zélande, par exemple, enfin voilà, je sais pas, mais il y a des pays effectivement qui en parlent. À propos, on leur a demandé. Un uniforme en lycée coûte en moyenne entre 330 € et 660. Voilà, du côté des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande. Bon, bref, c'est un exemple parmi d'autres. En France, vous, par exemple, à Saint-Jean, vous avez fait ce choix à l'époque. C'est vrai que c'est pas donné, mais ça dure toute la... Comment ça se passe en fait? On paye chaque année un peu son uniforme? On paye chaque année un trousseau. En fait, on paye au moment de l'arrivée un trousseau dans lequel il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs chemises, polo, pantalon, jupe pour les filles, mais jupe et pantalon. D'accord. Une veste qui est cintrée pour les filles ou qui est droite pour les garçons, une cravate, un pins de la couleur avec le blason de l'établissement et avec la couleur de la promotion. Voilà. Et ensuite, c'est uniquement du réassort sur l'ensemble de la scolarité, sachant que le réassort peut fonctionner avec la bourse aux vêtements qui est organisée par les parents. D'accord. On peut se débrouiller quand même pour avoir un petit peu d'occasion. Exactement. Alors oui, c'est vrai que c'est cher. Après, quel est le budget que les parents mettent dans les baskets de luxe, qui sont très rapidement, je dirais, à 100 balles, et puis voire avec, voire plus, ou dans une veste, dans un blouson, ou etc., etc. Et finalement, les parents reconnaissaient, pour un certain nombre qui avaient râlé sur le coût de l'uniforme et l'aspect économique, reconnaissaient assez vite que c'était à terme une économie réelle, parce qu'on évite évidemment la tyrannie de la mode pendant au moins 5 jours de la semaine. Ouais. Pendant au moins 5 jours de la semaine. Après, c'est quelque chose qui repose beaucoup sur l'autorité de l'établissement. Vous disiez... Il y a des nuances probablement à apporter, il y a des pour et des contre, etc. Un des arguments, moi, que je pense qu'il faut l'intégrer et il faut l'entendre, cette remarque, c'est à quel moment on aide les enfants à bien s'habiller par eux-mêmes. Voilà, à bien s'habiller par eux-mêmes. Sujet d'émission qui a de sens. Et je trouve que c'est un bon sujet. L'uniforme participe de cela parce que ça leur donne du maintien, ça leur donne du savoir-être, etc. Mais est-ce que le jour où ils ont le choix, c'est-à-dire le week-end ou pendant les vacances, est-ce que c'est pas la grande débandade? Ce que disait tout à l'heure Pierre-Joseph d'une certaine manière par rapport à l'uniforme militaire, et puis ils partent en permission, et puis là, il n'y a plus rien, quoi. Voilà, bon. Et en fait, là, il y a une vraie question. C'est-à-dire qu'il faut que les parents aussi puissent s'investir de cette question en se disant, eh bien, l'arrivée de l'uniforme pour mon fils qui rentre en 6e, ça va être en même temps l'occasion pour moi d'avoir une attention pour qu'il apprenne, quand il doit s'habiller tout seul, à bien choisir ses vêtements, à avoir une attention. Il porte une chemise, voilà, parce qu'il va chez sa grand-mère ou je ne sais pas quoi. Vous voyez. Et en fait, cette attention aux vêtements va devenir quelque chose de profondément éducatif à ce moment-là. Ouais. Et j'ajouterais une dimension peut-être de rite de passage, c'est-à-dire que c'est pas si simple que ça, je pense aux jeunes hommes en particulier, d'oser mettre une chemise, des chaussures en cuir, une ceinture, voire une cravate, voilà. À quel moment je peux me l'autoriser? À quel moment je ne joue pas au grand dans une tenue, voilà. Et le fait d'avoir cette zone intermédiaire du lycée avec uniforme, effectivement, permet ensuite d'oser se regarder comme un jeune homme. Et on est dans une société aussi où ces rites de passage manquent cruellement. Donc ça peut en faire partie. Qu'en pense notre ami Pierre-Joseph? Effectivement, au niveau des nuances, il y en a quand même quelques-unes. Le coût de l'uniforme, c'est vrai que ça se discute, tout ça est pas fini. C'est-à-dire qu'il faut y réfléchir en détail, si je puis dire. Pierre-Joseph. Mais comme le disait François-Xavier, je pense que c'est un non-sujet lorsqu'on est un petit peu honnête. Quand on voit le coût des vêtements que les enfants portent au quotidien, je ne suis pas sûr que l'aspect financier soit un vrai sujet. Mais par contre, effectivement, encore une fois, il faut se poser la question, pourquoi cet uniforme? Oui. Si c'est encore une loi supplémentaire
qui va imposer une nouvelle contrainte au directeur d'établissement en unifiant quelque chose sur tout le territoire français, ça me semble un peu dommage. Faisons œuvre d'intelligence, j'ai envie de dire, faisons fonctionner la subsidiarité et laissons au directeur d'établissement la capacité de mettre en place aussi des choses qui sont adaptées à leur milieu. Peut-être que l'uniforme, ça peut être juste un code couleur que l'on demande aux parents. Ce serait déjà beaucoup. Peut-être que c'est juste un polo et puis après ils portent ce qu'ils veulent à côté. Ou peut-être que c'est le costume complet comme on voit effectivement dans certaines écoles. Mais si il y a des écoles qui par exemple s'adressent à un public musulman et qui font le choix de mettre un uniforme qui va différencier les garçons des filles parce qu'ils estiment que dans cette culture avec le public qu'ils ont, c'est important de distinguer les garçons et les filles et que ça fait partie de leur système éducatif. Vous voyez, où la présence du prénom sur l'uniforme, c'est un autre enjeu éducatif. Ici, on voit l'uniforme comme étant un moyen d'enraciner localement les enfants et de les mettre dans leur tradition locale. Chaque établissement aura des besoins différents et donc laissons les chefs d'établissement adapter les modalités de l'uniforme comme ils le veulent. Et effectivement, du coup, on fera cette éducation au beau alors cette notion de rite de passage, alors effectivement, là, je souscris totalement. Il me semble fondamental aujourd'hui que l'enfant, à l'adolescence, puisse intégrer une communauté, puisse être reconnu comme faisant partie d'une communauté. Et c'est quelque chose qui manque cruellement aujourd'hui. On n'a plus la vision traditionnelle du père de famille qui va dire à son fils, bon, aujourd'hui, mon fils, tu es un homme. Ouais. On n'a plus cet instant où on a passé le bac, on a son permis, on se marie, on a une profession et enfin, je suis un homme. Et ça manque énormément. Et avoir comme ça des instants un petit peu clés dans l'histoire d'un enfant, on lui dit, bien, aujourd'hui, hier, tu étais quelqu'un et aujourd'hui, tu es quelqu'un de différent parce que tu as passé une étape importante et que du jour au lendemain, c'est pas cet adolescent qui, dans un temps vague et flou, passe de l'enfance à l'adulte, il sait pas comment, il sait pas quand est-ce qu'il en sort. Du coup, il est adolescent, il est pré-ado, il est je sais pas quoi. Il y a un moment où, mon enfant, tu étais quelqu'un et aujourd'hui, tu fais partie de notre école et ensemble, on va faire de toi un homme parce que c'est quand même le but de l'éducation et d'école. Et une femme pour ce qui est concernant les femmes, même si voilà, ça se fait pas forcément de la même façon, évidemment, puisque nous ne sommes pas câblés de la même façon forcément non plus. C'est pour ça que Xavier Clément... non, mais je vous en prie. Le coup... je le pique un peu quand même, le pauvre, il n'est pas là physiquement dans ce studio. François-Xavier Clément, concernant la question du harcèlement, est-ce que vous avez les uns les autres quelques avis sur la question? Vous qui avez beaucoup d'expérience quand même dans la direction d'établissement, est-ce que vous croyez très sincèrement que ça peut aider, aller dans le bon sens? C'est un argument qu'ont donné plusieurs ministres. Darcos en avait parlé à une époque. Il parlait du harcèlement, de la violence, en disant qu'effectivement, la tenue scolaire y était pour beaucoup à cause de la tyrannie de la mode et de l'attirance pour le caractère précieux de certains vêtements, de certains blousons, de certaines paires de baskets, etc. Et quand vous mettez effectivement 100 ou 200 euros, voire beaucoup plus dans des blousons, eh bien forcément, vous risquez d'être agressé pour la somme d'argent que vous portez sur vous. Ou à l'inverse, d'être moqué quand on a quelque chose qui n'a pas de... Alors, oui, à l'inverse, vous avez raison. Moi, je le voyais d'abord sur la violence pour voler, mais vous avez parfaitement raison. Il y a la moquerie qui peut conduire au suicide, parce que vous avez des enfants. On a eu le cas. Je me souviens très bien à Saint-Jean, que ça m'a été raconté à plusieurs reprises. Saint-Jean-de-Passy est un établissement, du 16e arrondissement, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas forcément, et dans lequel il y a, des CSP+, majoritairement, mais pas seulement. Et il y a peut-être un quart des familles qui font un gros sacrifice pour inscrire les enfants là, qui viennent d'un peu loin. La tenue scolaire, la tenue, ça faisait partie de la hiérarchie 5 dans les priorités du budget familial. Et donc, quand vous avez un gamin qui débarque avec une tenue on avait fait le calcul un jour, on avait arrêté un élève avec l'un de mes collaborateurs, on avait calculé, il avait à peu près 1 500 € de fringues sur lui.
Vous plaisantez. Je suis très sérieux. 1 500 € de fringues sur lui. Un enfant de 5e qui porte ça? C'était un enfant de 4e en l'occurrence. Et à côté de ça, vous aviez les enfants qui s'habillaient, excusez-moi, mais je ne vais pas donner de marque, mais au minimum du minimum. Voilà, parce que les parents faisaient de vrais sacrifices et de vrais choix, qui étaient des choix sur l'essentiel, c'est-à-dire la scolarité, c'est-à-dire peut-être le scoutisme, etc., etc. Et que tout cumulé, ça faisait trop pour pouvoir en plus acheter le pantalon à la mode, ou le blouson à la mode, ou les chaussures à la mode. Là, pour le coup, l'uniforme est une bonne réponse. Ah bah évidemment, ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas ménager les effets des deux côtés. C'est-à-dire qu'on peut avoir un effet d'intégration, voire d'assimilation, pour des populations qui sont très éloignées de nos codes culturels, de notre identité française, etc. Mais on peut avoir aussi du côté des CSP+, un vrai parcours et un processus de sobriété, de modestie et surtout de plus grande intériorisation, voyez, de la relation. Parce que la jeune fille tout à l'heure qui disait « Ouais, mais je ne peux pas exprimer mon originalité », j'ai envie de dire « Cocotte, tu peux apprendre aussi à développer, à investir ton originalité intérieure. » Et oui. Et ta personnalité, elle peut s'exprimer bien autrement, d'abord par le visage, par la parole, par tes engagements, par tes relations, par tes amitiés. Et puis ça limite aussi l'esprit de comparaison, peut-être. Enfin, parce que déjà qu'on en a tellement naturellement de cet esprit de comparaison. Et je n'oublierai pas les CSP-, qui se sentent légitimes, qui se sentent accueillis parce qu'ils ont le même vêtement que les autres et que là, il n'est plus question de devoir assumer son vêtement qu'on a du mal à assumer. Dans tous les sens, je crois que là, pour le coup, c'est quelque chose, l'uniforme permet de résoudre cette question de est-ce que j'ai ma place dans ce groupe, quelle que soit ma différence extérieure, héritée de la situation professionnelle de mes parents ou de mon milieu social. Ouais, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le scoutisme, Pierre-Joseph Robineau, effectivement, puisque le scoutisme attire, on le sait, de plus en plus de personnes, d'enfants et de jeunes gens, de jeunes issus de milieux très disparates, très différents les uns des autres. Oui, c'est un des présupposés justement de Baden-Powell à la Fondation. L'une de ses grandes idées, c'est le début du XXe siècle, c'est le début de toutes les grandes idées, notamment socialistes, qui ne sont pas très bien vues en Angleterre. Et Baden-Powell fait son premier camp en prenant la moitié des enfants qui sont des fils de lord, et puis l'autre moitié des enfants qu'il va chercher directement dans la rue. Et cette mixité sociale est très intéressante. Et effectivement, si le scoutisme c'est un petit peu, embourgeoisé, si on veut, dans les années 50, 60, 70. Aujourd'hui, il est en train de se réouvrir. Il y a beaucoup de choses qui se font en milieu rural, qui se font dans les banlieues. Et c'est une vraie opportunité, effectivement, de faire vivre des choses assez exceptionnelles à des enfants qui sont rivés sur leurs écrans toute la journée, qui sont bloqués dans leur cité. Et ces enfants, de les emmener avec cette mixité sociale, de découvrir des nouveaux milieux, de découvrir d'autres familles, de découvrir des enfants qu'ils n'auraient jamais pu croiser autrement dans la rue, c'est extrêmement intéressant. Eh bien, je vous remercie encore une fois, pour avoir mené cette réflexion. Et oui, l'émission touche déjà... Enfin, nous avons l'uniforme de la pendule, nous, ici, à Radio Notre-Dame et à RCF, dans Requête de Sens. Merci, Marthe de Sutter. Merci Pierre-Joseph Robineau, et merci François-Xavier Clément, pour nous avoir apporté cette pierre de l'uniforme à l'édifice, si je puis dire, de l'éducation de nos enfants. Merci à tous les trois. Et merci à Guillaume Noguera d'avoir réalisé l'émission, à Jessica Benini pour l'avoir préparée.